La newsletter, c'est le seul canal de communication où tu es assuré d'avoir 99% de personnes qui peuvent voir ton message. L'erreur que je vois trop souvent, c'est de partir sur des newsletters un peu coulisses où tu vas partager ton quotidien d'entrepreneur. Une dimension qu'on néglige trop souvent, c'est ce qui nous différencie de nos concurrents. Et le premier piège dans lequel on tombe, c'est le piège de l'irrégularité. Ça sert à rien d'attendre d'avoir la ligne éditoriale parfaite avant de commencer un mail, un message. Pour vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire pour booster votre taux d'ouverture, je vais prendre l'exemple d'une entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Le taux d'ouverture était un peu faible, donc on a travaillé pour l'augmenter. On a suivi 3 étapes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Aujourd'hui, on parle du sujet une newsletter pour les solopreneurs. Alors, à quoi ça sert ? Comment faire une bonne newsletter ? Comment ne pas y passer des heures et des heures pour aucun résultat ? Comment utiliser la newsletter pour booster votre business de solopreneur ? C'est ce qu'on va voir avec ma nouvelle invitée dans cette mini-série, Marion Darras. Marion, tu es ghostwriter et tu écris des newsletters pour les dirigeants dans le domaine de la formation, donc des dirigeants qui n'ont pas le temps de s'y coller. Marion, sois la bienvenue au board. Salut. Salut Flavie, merci pour ton invitation. Écoute, je trouve le thème très sympa. Ça fait longtemps que je voulais faire un épisode un peu synthèse sur tout ce qu'il y a à savoir sur la newsletter en tant que solopreneur. Parce que qui dit solopreneur dit peu de ressources, donc peu de temps, peu d'argent. Donc souvent on le fait nous-mêmes. On va regarder un peu les do et don't en matière de newsletter. Et puis moi aussi, je vais prendre des conseils pour améliorer toujours la mienne. On vous mettra d'ailleurs tous les conseils de Marion, les défis et tout dans la newsletter du board qui sort tous les vendredis matins à la sortie de la fin de la mini-série, avec aussi les bonus de Marion pour vous aider à la rédaction et à plein d'autres trucs dans votre newsletter. Alors, est-ce que peut-être on peut commencer par là, Marion ? Alors, est-ce que ça sert vraiment d'avoir une newsletter quand on est solopreneur ? En gros, je te la fais comme me disent mes alumni quand je les ai en bootcamp sur la partie média. Ils sont toujours un peu réticents. Ils se disent, voilà quoi, pour tout le temps que ça va me prendre, est-ce que c'est vraiment utile quand on a un business solo ? Oui, c'est normal de se poser la question, clairement, puisque comme tu le disais, notre temps est compté. Alors, le problème, en fait, quand tu es solopreneur, on a l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux. Et j'ai le cas d'une community manager à laquelle je pense, qui a vu du jour au lendemain son compte Instagram complètement bloqué, plus aucun moyen de parler à son audience. Donc rien que pour ça, la newsletter, elle est utile. Ne serait-ce que d'avoir une liste email de personnes intéressées par ce qu'on propose pour ne pas dépendre du bon vouloir des réseaux sociaux. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est le seul média vraiment propriétaire et non distribué par un algorithme. Oui, Parce exactement. que tu as l'adresse email, donc tu peux contacter la personne quand tu veux et c'est vraiment un actif, quoi, cette liste email. D'ailleurs, même le podcast, moi, ça me dérange un peu parce que c'est propriétaire, genre c'est ma propriété intellectuelle, mais pareil, elle est quand même distribuée par des plateformes de podcast. Donc, je peux pas décider du jour au lendemain que tous vous écoutiez tel épisode du board à telle heure, quoi. Oui, c'est ça. La newsletter, c'est le seul canal de communication où tu es assuré d'avoir 99% de personnes qui peuvent voir ton message. Je dis pas 100% parce que il y a toujours des petits bugs dans l'envoi des newsletters, des adresses mail erronées, voilà. Toujours des petits bugs techniques que tu maîtrises pas, mais c'est le seul support de communication qui te permet d'être visible auprès de tous ceux qui sont dans ton audience, qui sont dans ta liste email, quoi. Bon, alors top. Alors, quel genre de newsletter fonctionne le mieux aussi pour les solopreneurs ? Parce que je sais pas, peut-être que c'est pas genre une newsletter inspirationnelle ou peut-être, je sais pas. Dis-moi ce que tu vois comme format aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a différents styles de newsletter qui existent et que c'est peut-être ça aussi qui fait que certains solopreneurs hésitent à se lancer. Oui. Les différents formats de newsletter, ils vont répondre à des objectifs différents. On en revient toujours à la question des objectifs. L'erreur que je vois trop souvent, c'est de partir sur des newsletters un peu coulisses où tu vas partager ton quotidien d'entrepreneur. Ça, il y a des filles qui le font super bien, c'est Julia Couder et Julie Fabre de JNJ, qui ont une newsletter backstage qui est hyper bien faite.
ça fonctionne parce qu'elle s'adresse à un public de freelance. Donc forcément, comme je ne sais pas si elles se considèrent encore comme freelance aujourd'hui, mais en tout cas, elles ont démarré freelance. Donc, elles s'adressent à des gens qui vivent ce qu'elles ont vécu, elles, il y a quelque temps. Donc, forcément, ce qu'elles partagent, leurs ressentis, leurs expériences, leurs galères, ça va parler aux gens. Parce qu'elles vendent un truc pour eux. Exactement, c'est ça. Les offres qu'elles vendent s'adressent à des freelances. Donc, forcément, elles vont aller parler de ce qu'elles connaissent, donc du ressenti des freelances, de leurs expériences. Par contre, j'ai l'exemple d'une cliente qui proposait des bilans de compétences aux salariés qui voulaient évoluer professionnellement. Quand elle m'a contacté, sa newsletter ne générait pas de résultats, il se passait pas grand-chose. Elle voyait que son taux d'ouverture baissait, elle avait pas trop de taux de clics. Donc on a regardé et en fait, elle était sur une newsletter en mode coulisses comme ça où elle partageait son quotidien d'entrepreneur, mais ça parlait pas du tout à sa cible qui était salariée, qui était paumé dans son parcours professionnel, qui avait peut-être même pas envie de devenir entrepreneur en fait. Donc j'adore. En fait, tu montes du doigt un truc que je trouve hyper flagrant, hyper fréquent. Bon, pareil, moi je suis fan de build-in public, mais faut faire le build-in public qui intéresse votre client cible, pas le build-in public sur votre life. Par exemple, moi je raconte en public mon passage de vente de temps à scalabilité. Je vous raconte pas comment je fais pour éduquer mes 2 enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le sujet, en fait. Moi, je parle à des solopreneurs, à des gens qui veulent devenir solopreneurs. Donc, je pourrais build in public plein de trucs, mais j'ai choisi de mettre un projecteur sur cette partie-là de mon parcours qui, je pense, vous intéresse le plus et qui, derrière, a comme finalité de vous emmener découvrir mon univers, qui est l'incubateur solopreneur. Ouais, c'est exactement ça. Après, tu pourrais parler, toi, de ta vie de maman, mais sous l'angle... quand t'es entrepreneur et que t'es maman ou que t'es parent, oui, des fois il y a des choix à faire, on a besoin de prioriser, tu vois, cet angle-là, oui. Non mais ça j'en parle pas, c'est juste parce que je m'estime pas super à l'aise sur le sujet. Tu me diras, remarque, ça serait une partie de la galère des parents, c'est qu'on se sent pas forcément toujours à l'aise dans la parentalité et dans l'entrepreneuriat en même temps. Ok, donc ça c'est un très bon exemple de fausse bonne idée, quoi. Le côté coulisses, ça marche si c'est adapté à ta cible. Est-ce que tu vois d'autres formats qui fonctionnent? Oui, dans les formats qui fonctionnent, surtout quand on est solopreneur, dans la prestation de services, mais même en fait dans la vente de produits. Il faut savoir que les gens qui sont abonnés à la liste email, ils ont été suffisamment intéressés par vos services à un moment donné pour vous donner leur mail. Donc c'est qu'ils veulent en savoir plus. Ces gens-là, pour aller leur parler, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? En fait, ils ont besoin d'être rassurés. Comment vous pouvez les rassurer? En montrant ce que vous faites. Donc en parlant déjà en montrant que vous connaissez votre sujet, que vous maîtrisez votre sujet, donc en parlant de votre expertise, en faisant un peu de veille aussi, en parlant des évolutions dans votre secteur d'activité, des tendances que vous voyez se dessiner, pourquoi pas si vous avez ce côté chercheur un peu visionnaire. Et vous allez aussi parler des résultats que vous obtenez avec vos clients. Ce qui fonctionne très bien, ça peut être les études de cas quand vous faites de la prestation de service, même de la vente de produits en fait. Avant qu'on commence à travailler ensemble, avant que telle personne utilise tel produit, voilà ce qu'elle vivait, voilà ce qu'elle recherchait, voilà ce qu'elle n'est pas pour elle, les conséquences sur sa vie. Comment on a travaillé ensemble, comment elle a utilisé le produit, et à la fin, voilà ce qui s'est passé. Ça fonctionne très très bien. Et ça permet de rassurer les gens qui sont en face. Et une dimension qu'on néglige trop souvent, c'est ce qui nous différencie de nos concurrents. Ça, moi, je déconseille d'y aller en mode aller taper sur la concurrence ouvertement, parce que c'est quand même pas très élégant et ça donne pas forcément une bonne image. Mais on peut le faire juste en donnant sa vision du métier ou en expliquant pourquoi nous on refuse de faire certaines choses. Je donne l'exemple d'un ghostwriter qui écrit des posts LinkedIn. Un de ses concurrents va proposer des templates de posts LinkedIn à la vente. Lui refuse de le faire. Il peut expliquer pourquoi. Oui, on lui demande de vendre des templates de posts LinkedIn, pourtant il le fait pas. Pourquoi il le fait pas?
Ok, donc là, c'est la partie éditoriale orientée sur ta vision business, tes méthodes, voilà. Donc tu viens, tu crées un mail et juste tu racontes ça. Et ça suffit pour faire une newsletter parce que c'est ça aussi tu vois, la question parfois des solopreneurs, ils se disent est-ce que c'est intéressant ça pour les gens? Et toi, tu dis oui, c'est intéressant parce que ça rassure. C'est intéressant parce que ça rassure et ça va répondre à des objections ou lever des freins qui sont chez les gens qui sont abonnés à votre liste email. Parce que, encore une fois, s'ils sont abonnés à votre liste email, c'est parce qu'ils sont intéressés par ce que vous proposez. Mais forcément, il y a quelque chose qui les empêche de faire appel à vous là tout de suite. Donc, peut-être juste qu'ils sont pas prêts. Vous avez 80% de votre liste email qui est pas prête à acheter tout de suite. Et ça, c'est normal. En fait, vous n'allez pas forcer la vente. Il y a des processus naturels. Et vous, votre rôle, ça va être de les amener à évoluer dans ce parcours d'achat. Ok. Et alors, qu'est-ce que... Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Pas de souci. Et donc, le fait de... Ces gens-là ont certaines croyances par rapport à votre métier ou peut-être des doutes. Ils vont avoir des freins, des peurs, des blocages et puis ils vont avoir des objections. Et vous, dans vos newsletters, vous allez répondre à ça. Donc, des fois, d'aller montrer votre différence par rapport aux concurrents, ça va pouvoir lever des freins. Ça va pouvoir répondre à des objections. Et ça demande de bien connaître votre client idéal et donc vos abonnés, d'aller leur parler régulièrement, de les questionner sur ce qui se passe pour eux en ce moment, leurs points de douleur, leur épine dans le pied, comme on dit aussi parfois. Et tout ça, c'est ça génial. va. Et c'est pour ça que je trouve ça très complémentaire à la vie du solopreneur. Quand vous prenez des cafés, vous allez au resto, vous parlez à des clients, vous parlez sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des mines d'or et ça vous donnera des idées pour faire votre newsletter. Peut-être se faire la liste des objections et du coup se dire, est-ce que je peux y répondre dans une prochaine newsletter? Alors, le temps file et il faut qu'on avance parce que tu as plein de choses à nous dire sur les newsletters. Est-ce que tu as un petit défi à nous donner à cette étape avant qu'on passe au deuxième épisode où du coup, on va regarder les autres pièges à éviter dans sa newsletter? Oui, le premier défi que j'ai à vous donner, c'est dans votre liste email. Donc, vous avez 20% de votre liste email qui est prête à acheter tout de suite et vous avez 80% des gens qui sont pas prêts à acheter tout de suite. Si vous vous évertuez à vouloir toujours vendre à ceux qui sont prêts à acheter tout de suite, vous allez dépenser une fortune pour aller chercher des nouveaux leads pour toujours parler à ces 20%. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous adresser à ces 80%. Et le défi que je vous donne, c'est de penser à ces 80% qui sont pas prêts à acheter tout de suite et d'aller chercher des idées de sujets. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment vous pouvez vous adresser à eux pour les faire avancer dans le parcours d'achat et faire en sorte qu'ils soient un peu plus prêts à acheter? Hyper bien. Eh ben, écoute, tu nous as donné déjà une bonne matière pour nous rassurer. Donc, j'espère qu'à ce stade, vous avez compris l'idée. Une newsletter en tant que solopreneur, c'est bon pour vous. Pour aider sur la durée, et ça, je trouve c'est très, très pertinent. Moi, je vois vraiment les résultats encore plus maintenant au bout de 4 ans. Et à chaque fois que je fais un lancement maintenant, j'ai des gens qui me suivent, qui sont abonnés depuis 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, qui vont candidater. Et donc, je pense qu'ils ont fait ce chemin-là. Donc, j'ai envie de le refaire avec vous, le challenge aussi, parce que je trouve ça toujours bien de se dire comment on fait voyager les gens avec nous dans notre process et dans nos produits et qu'on s'attende pas à avoir des résultats tout de suite. Ok, c'est parti. On va passer au deuxième épisode. Tous les pièges qu'il faut éviter quand on fait une newsletter en tant que solopreneur. C'est parti. Alors, tu nous as parlé de l'intérêt de faire une newsletter. Le problème, c'est que on n'est pas des spécialistes de la newsletter comme toi. Donc, quand on se lance, on risque de tomber dans certains écueils, certains pièges. Est-ce que tu peux en déminer quelques-uns pour nous pour qu'on évite de se vautrer lamentablement dès notre première édition de newsletter de solopreneur? Ouais, le premier piège dans lequel on tombe, c'est le piège de l'irrégularité. En fait, quand on veut lancer sa newsletter, on a tendance à vouloir trop faire ou à se mettre la barre trop haut. Et donc à vouloir, je caricature un peu, mais genre à vouloir passer de rien à un mail par jour. Ça, c'est pas tenable parce que ça se prépare un mail par jour. Ça demande une vraie organisation. Moi, ce que je conseille tout le temps, quelqu'un qui n'a jamais envoyé une newsletter et qui doit le faire seul, c'est déjà de commencer par 2 par mois. L'idéal, c'est d'être au minimum à 1 par semaine, 2, 3 par semaine, c'est vraiment bien.
Mais l'idée, c'est de dire, OK, là, actuellement, ton planning, il est full. Tu veux travailler en plus sur une newsletter. On va lui faire de la place. Et pour ça, moi, je recommande toujours de commencer par un petit pas. Le petit pas, ça peut être 2 par mois. Et déjà, de se roder sur la façon de rédiger la newsletter. Ensuite, vous allez vite voir que 2 par mois, c'est déjà bien, mais c'est pas assez. Ne serait-ce que parce que dans le rythme de travail, vous allez perdre le flow un peu. Donc, après, je vous recommande de passer à minimum 1 par semaine. Et souvent, la crainte des gens à ce moment-là, c'est « Ah, mais qu'est-ce que je vais avoir à raconter ?» En fait, si vous êtes attentif à ce que vous disent vos prospects, ce que vous disent vos clients, les échanges que vous avez sur les réseaux sociaux, et si vous avez le réflexe de noter tout ça quelque part, des idées, vous en aurez toujours. Ça, c'est pas un problème. Ok. Donc ça, c'est très bien déjà de commencer par réserver du temps parce que je pense que c'est l'obstacle ou l'excuse numéro 1. Et en fait, vous êtes trop nombreux, je pense, à vous focus que sur le business, le running business, quoi, vos missions clients, vos trucs. Et si vous faites ça, vous ferez jamais monter votre valeur, vous sécuriserez jamais votre prospection de plus tard. Je sais que c'est chiant d'écrire des newsletters et de faire des podcasts. Bien sûr qu'on irait tous faire du surf à la place. Sauf que demain, quand vous aurez plus de clients, ça vous fera moins d'efforts de prospection d'avoir été régulier. Donc moi, une petite astuce aussi que j'ai trouvée, c'est peut-être de les batcher, c'est-à-dire de vous dire, je sais pas, vous avez 2 jours devant vous, vous faites un petit séminaire avec vous-même et vous dites, est-ce que je suis capable d'écrire 4 ou 5 ou 6 newsletters d'avance? Si ça passe en une demi-journée, une journée, 2 jours, vous avez un petit stock et vous pouvez commencer à vous lancer. Vous en avez quelques-unes en sécurité pour commencer à lancer la machine et pas vous planter. Ok, donc ça c'est top, c'est l'objection du temps. Après, l'autre piège que je vois, c'est le côté je sais pas quelle est ma ligne éditoriale, comment je m'exprime, tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus, Marion? Alors, pour la ligne éditoriale, clairement, même si vous envoyez déjà des newsletters, en fait, votre ligne éditoriale, elle sera jamais figée. Donc ça sert à rien d'attendre d'avoir la ligne éditoriale parfaite avant de commencer. De même, le format de votre newsletter, est-ce que vous faites une newsletter un peu en mode lettre que vous envoyez comme ça, ou est-ce que vous faites un format un petit peu travaillé en différentes parties? Ça peut bouger en fait. Autorisez-vous à faire évoluer votre newsletter, c'est la vôtre en fait. Okay. C'est la vôtre, vous êtes chez vous. Donc amusez-vous, et si vous sentez que votre ligne éditoriale ne colle plus tout à fait avec ce que vous vendez, ce que vous proposez, faites-la bouger. Votre ligne éditoriale, c'est quoi? C'est comment vous parlez aux gens, de quel sujet vous allez parler. Les sujets, vous pouvez les regrouper en grands thèmes de contenu, comme vous le faites peut-être déjà pour vos réseaux sociaux. Ça va être un peu vos grands thèmes de prise de parole. Et à l'intérieur de ça, vous allez faire rentrer des sujets, comme je vous le disais tout à l'heure, en étant à l'écoute de ce que vous disent vos prospects ou votre audience sur les réseaux sociaux. Ok, trop bien. Bon, ça c'est rassurant aussi parce que, ouais, j'allais dire le piège, c'est peut-être de s'enfermer trop et de se mettre trop de pression et de se dire, il faut absolument que je trouve le concept parfait avant de me lancer. Moi, je voudrais redonner un retour d'expérience. Je pense que j'ai pivoté 4, 5 fois, enfin je sais pas, au début c'était un truc qui n'avait rien à voir avec mon podcast, c'était sur l'entrepreneuriat en général, ensuite, enfin voilà, et je m'autorise, et même chaque année, régulièrement, vous recevez une petite news qui dit, cette année je vais plutôt faire la place à ça, ou alors j'ai rajouté une nouvelle rubrique, ou j'ai enlevé cette rubrique parce que personne l'utilisait, donc voilà. Flex, c'est la vie du solopreneur aussi, et je pense que votre newsletter, elle doit suivre vos envies. Est-ce que tu vois d'autres pièges, ou est-ce que tu veux nous donner un petit défi pour cette partie-là? Ouais, il y a un autre piège que je vois très souvent, c'est de vouloir trop en dire. Ça, c'est un problème qu'on rencontre quand la plupart du temps, ce problème-là, on le rencontre quand les personnes qui rédigent des newsletters ne l'envoient pas assez fréquemment. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer quand on en envoie 2 par mois, notamment. 1 par mois, c'est quasi sûr. En fait, c'est comme on n'écrit pas souvent, au moment où on écrit, on a plein de choses à dire. Et nous, on pense que tout est important. Et donc, on fait pas le tri et on va tout envoyer. Sauf que une personne qui voit votre mail dans la boîte de réception, elle va l'ouvrir et ensuite, elle lui accorde 8 secondes. En 8 secondes, elle va arriver au bas du mail et elle va se dire, ok, ouais, ça vaut le coup que je relise parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent dedans. Ou alors, elle va se dire, j'ai rien compris
et ça va à la corbeille direct. Moi, le conseil que je donne, c'est un mail, un message. Quand vous rédigez votre mail, formulez le message que vous voulez que la personne retienne. Avec quoi, une fois qu'elle a fini votre mail, avec quoi vous voulez qu'elle reparte. Ok, bon bah alors, écoute, là on va tous progresser. Même moi, je vais progresser parce que j'en mets trop aussi. Je sais bien sûr, trop de call to action, trop d'infos et tout ça. Et moi, vous voyez, pourtant je l'écris toutes les semaines, mais toutes les semaines j'ai tellement d'actu que limite, ça c'est un peu bourrage papier. Par contre, je suis d'accord avec toi. Je me suis maintenant au moins circonscrite au thème. Par exemple, le thème de la semaine c'est la newsletter solopreneur. Donc ce vendredi, je vais vous donner des infos qui correspondent à ce sujet, quoi. Je vais vous raconter mon build-in public de newsletter, je vais vous mettre des templates de newsletter, Marion va vous mettre des exercices à faire, et au moins, ça sera condensé, à défaut d'être court, ce que je ne sais pas faire. Mais tu vois, ça sera pas un thème complètement à côté, genre la parentalité ou le travail asynchrone pour aller surfer. Ok, bah trop bien. Merci beaucoup pour ton conseil, Marion. Et moi, j'ai intérêt à faire une bonne newsletter cette semaine. J'ai vraiment l'impression parce que sinon ça va mal aller pour moi. En tout cas, je me mets la pression avec l'invité de marque que j'ai dans cette mini-série. Alors, je vous propose qu'on passe au 3e épisode qui est aussi hyper important. À quoi bon écrire une newsletter si personne ne l'ouvre? On va regarder les conseils de Marion pour optimiser, augmenter votre taux d'ouverture de newsletter. C'est parti. Alors Marion, c'est quoi un bon taux d'ouverture de newsletter? Et puis, donne-nous tous tes conseils pour essayer de l'optimiser. Alors, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir répondre à cette question parce qu'en fait, je l'ai tenté. Ouais, mais c'est bien. En fait, je pourrais te répondre individuellement, mais là pour tous ceux qui nous écoutent, c'est compliqué de donner un chiffre comme ça parce que un bon taux d'ouverture, il s'évalue selon votre taille de mailing list. Par exemple, si vous avez 200 abonnés avec votre mailing list et que vous avez 12% de taux d'ouverture, ça va pas. Et il va aussi dépendre de votre secteur d'activité. Pour vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire pour booster votre taux d'ouverture, je vais prendre l'exemple d'une entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Quand on a commencé à travailler ensemble, le taux d'ouverture, il était autour de 20%, et c'est une mailing list avec 50 000 abonnés. Le taux d'ouverture était un peu faible, donc on a travaillé pour l'augmenter. On a suivi 3 étapes. La première étape pour avoir un résultat immédiat, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de liste. Dans votre liste email, vous avez des gens qui ouvrent plus trop vos mails ou alors qui sont plus trop intéressés mais qui ont la flemme d'aller cliquer sur le lien pour se désabonner, ça demande un petit effort. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est d'aller supprimer tous les abonnés qui n'étaient plus intéressés par les emails. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que la délivrabilité de vos newsletters dépend aussi de votre taux d'ouverture. La délivrabilité, c'est quoi? C'est un truc un peu technique qui vous appartient pas. Ça se passe entre le logiciel que vous utilisez pour envoyer vos newsletters et les clients de messagerie en face, donc Gmail, Yahoo, Hotmail. Quand votre newsletter est envoyée, elle passe différents filtres selon votre client de messagerie. Si vous utilisez Gmail ou autre, les filtres ils vont être plus ou moins sévères. Il y a certains filtres qui prennent en compte votre taux d'ouverture. Donc, qui vont regarder, ok, est-ce que les newsletters que vous envoyez d'habitude, est-ce qu'elles sont pas mal ouvertes ou alors pas trop? Si elles sont pas trop ouvertes, alors les filtres anti-spam les plus sévères vont dire ça j'aime pas, ça va pas dans la boîte de réception de mon client. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur votre taux d'ouverture. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà l'habitude d'envoyer des newsletters qui mettent en place des automatisations, donc qui vont des choses qui se font un petit peu toutes seules dans votre logiciel d'emailing, et qui va reposer sur l'activité des abonnés. Par exemple, attribuer un tag à quelqu'un qui ouvre pas les mails depuis plus de 3 mois et après lui attribuer un autre tag, etc. Et puis en fait, la personne elle se retrouve désabonnée toute seule. Moi ça, ouais, j'ai les clients chez lesquels j'ai vu ça en place, j'ai eu peu de résultats probants. En fait, il y a rien de mieux que d'envoyer un mail directement aux personnes concernées. Ok.
Ça, je l'ai pas du tout fait. Je pense que faudrait que je m'y plonge. Et du coup, je trouve que le travail est d'autant plus vertigineux, plus t'as de monde, plus c'est pénible à faire. Mais je trouve que ça vaudrait presque le coup de travailler avec quelqu'un, ça en externalisation, tu vois, pour avoir un regard extérieur, pour analyser ça, et parce que c'est peut-être un travail un peu moins passionnant que l'éditorial. Enfin, après, ça dépend ce que t'aimes faire. Mais ouais, effectivement. Ouais, et puis ça te c'est sûr que c'est pas très passionnant à faire, mais aussi ça pique un peu l'ego parce que bah tu vois ta taille de mailing list qui baisse en fait, qui diminue et c'est un peu comme ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, tu vois, on a beau dire oui, c'est que de l'ego, c'est pas ça qui compte. N'empêche que ça fait quand même un peu plaisir et puis bah t'as travaillé pour avoir tous ces gens qui te suivent et quand il faut que t'en supprimes certains, forcément tu procrastines un peu, c'est normal. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas trop d'ego là-dessus. Je pense que quand on fait un média, forcément, il y a des trucs qui plaisent, il y a des trucs qui ne plaisent pas. Faut aussi revoir l'éditorial. Et puis, il y a l'effet de mode aussi. Enfin, à un moment, faut se renouveler, faut renouveler ses concepts. Et il y a le churn. Moi, je fais partie des gens qui sont à l'aise avec ça. Je sais pas, moi, je suis OK pour que les gens viennent pendant un moment, pendant 2 ans, lisent assidûment les newsletters parce que ça les aide à se lancer en freelance ou en salarié diversifié ou en solopreneur. Et après, ils passent à autre chose parce qu'ils sont à d'autres étapes de leur vie. Donc, je pense pas que je fais partie des gens qui pensent que la newsletter, c'est pas forcément à vie qu'on va lire tout le temps la même newsletter. Enfin, je suis à l'aise avec ça. Mais bon, bref, on n'est pas là pour faire ma psychanalyse. Est-ce que tu as d'autres tips pour finir sur cette partie optimisation du taux d'ouverture? Ouais, la deuxième étape, c'est de travailler sur ces objets de mail, bien sûr. Les objets de mail, le conseil que je donne, c'est 4 à 9 mots, de pas dépasser les 9 mots dans vos objets de mail. Ça, c'est un tips hyper pratique à appliquer. Et quand vous faites le suivi de vos chiffres pour voir un peu les résultats de votre newsletter, de suivre également les objets de mail, d'avoir un endroit qui regroupe tous vos objets de mail parce que c'est ce qui va vous permettre de voir ceux qui fonctionnent le mieux, les formulations qui plaisent le plus, et puis ça vous donne aussi une indication sur les sujets qui sont les plus lus. Ok, ah ouais, ben ça c'est trop bien. Mais ça c'est la partie aussi qu'on fait pas quand on est créateur de contenu, je trouve, c'est mettre tout au même endroit, quoi. Moi j'en ai partout. Entre mes podcasts, mes newsletters, machin. Je sais même plus au bout d'un moment si j'ai parlé de tel ou tel sujet. Donc c'est vrai qu'il faudra avoir. Toi, tu utilises quoi en fait comme outil pour centraliser tout ça? Un Google Sheet, tout simple. Ok, Ouais, tout ouais, simple. tout simple. Ouais. Ou un Notion. Ça, c'est pour les gens qui préparent les trucs avant. Et c'est vrai que moi, souvent, j'écris on the go directement dans Substack. Oh, je vais me faire taper sur les doigts parce que je pense que ça, c'est pas du tout la pratique la plus optimisée, tu vois. C'est un peu genre l'écrivain qui écrit comme ça le matin même sa newsletter, quoi. Voilà. Non, c'est pas gênant. Si c'est fluide pour toi comme ça, c'est vraiment pas gênant. Ce qui est dommage, c'est que du coup, t'as pas un endroit où, je sais pas si un jour tu peux plus accéder à Substack, t'as pas du coup d'archives de ce que tu envoies. Mais clairement, c'est pas gênant. Du moment que ton mail est envoyé, que t'as l'inspiration, voilà. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci de me rassurer, Marion. C'est bien, ça m'aide dans mon parcours. Est-ce que tu as un défi, une ressource, un truc à nous donner pour compléter ça, pour qu'on fasse cette hygiène-là et qu'on augmente notre taux d'ouverture avant qu'on passe à la suite? Ouais. Le défi pour cet épisode-là, c'est d'envoyer un email à votre liste d'abonnés en ciblant ceux qui n'ont pas ouvert vos emails depuis 3 à 6 mois. Ça va dépendre de la fréquence d'envoi. Oh là là, ok, bah écoutez, j'espère que il y en a peut-être certains d'entre vous qui recevront un message de ma part. Alors je vais essayer de faire les défis avec vous. Je m'y colle peut-être dès que j'ai un petit peu de temps à y consacrer. Trop bien, merci beaucoup pour ces tips. On va passer à l'avant-dernier résultat, justement. On continue dans la progression de la rigueur aussi avec laquelle on traite notre newsletter, puisqu'on va regarder comment analyser et mesurer ces résultats de newsletter. C'est parti! Alors, écrire une newsletter, c'est déjà pas mal. Vous faites déjà partie du top, combien? Top 5, 10% peut-être des entrepreneurs, solopreneurs qui écrivent, qui prennent le temps de préparer la suite et écrire cette newsletter, tisser un lien avec leurs clients et tout. Mais comment savoir si votre newsletter fonctionne, performe? Qu'est-ce qu'on mesure, Marion? Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de la façon dont on peut mesurer cette performance? Ouais, ça c'est particulièrement efficace si vous pensez qu'il se passe rien dans vos newsletters. Je vous invite vraiment à aller regarder les chiffres de vos newsletters.
Ici, on va aller regarder comment les gens interagissent. Ils peuvent interagir de différentes façons. Déjà, ouvrir votre mail. Donc là, on va regarder le taux d'ouverture. Ils peuvent cliquer sur des liens que vous mettez sur des boutons. Donc, on va regarder le taux de clic. Ils peuvent répondre à un de vos mails. Et là, je vous encourage vraiment à noter quelque part le nombre de réponses que vous avez à vos newsletters parce que ça va vous donner aussi un indice sur les sujets qui font le plus réagir. On va aller regarder les gens peuvent aussi réagir en se désabonnant à votre newsletter. Donc, on va regarder le taux de désabonnement. Et le dernier point que je vous recommande de suivre, c'est les plaintes pour spam. Vous avez certains logiciels d'emailing qui suivent le nombre de personnes qui vous ont signalé comme spam. Là, je vous recommande de jeter un œil à cette stat-là. Parce que pareil, ça va vous donner une idée de la qualité de votre liste email. Généralement, vous avez peu de personnes qui vous signalent en spam, mais il y en a toujours un petit peu. Et là, pareil, d'aller regarder, ok, sur quel sujet ces gens-là nous ont signalé en spam. Okay. Voilà. Et c'est vraiment le fait de regarder. Ne prenez pas un chiffre à part. Regardez vraiment l'ensemble de ces chiffres-là pour voir les sujets qui font le plus réagir ou pas. Écoute, c'est intéressant et ça me fait globalement penser à l'idée que quand on crée un média ou qu'on prend une action marketing, c'est bien de se fixer des objectifs aussi. Tu vois, on le fait peut-être pas assez. Combien d'emails on veut envoyer, combien d'abonnés on veut collecter sur notre liste email, combien de retours on veut, combien de taux de clic. Voilà, moi je l'ai fait en début d'année, je crois, cet objectif-là. On vient de passer les 5000 abonnés sur la newsletter du board. Et je me suis aussi fixé des objectifs de revenus payants parce que j'ai une partie payante, la newsletter premium, celle où j'envoie des templates solopreneurs toutes les semaines. Et donc, tu vois, voilà, ça fait partie aussi des indicateurs que je regarde. Sur Substack, ça te dit combien d'abonnés payants tu as eu à l'issue de l'envoi de telle édition. Donc ça, pour moi, c'est un bon indicateur de qualité aussi, parce que si quelqu'un a payé, ça veut dire que souvent, elle était bien, tu vois, ou alors le thème du template que j'ai choisi était bien. Et tu vois, ça me fait penser à un autre sujet, j'ai la communauté à côté. Et pareil, la communauté, comment on mesure la performance d'une communauté? Ben, c'est un peu comme la newsletter. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent? Est-ce qu'il y a des gens qui participent? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent? Donc voilà, il y a toute une batterie d'indicateurs. Là, on est en train de voir ça, quel objectif se fixer. Et je trouve ça cool parce que le solopreneur, il se fixe un objectif et il va tout faire pour l'atteindre. Et c'est vrai que parfois, on oublie de se fixer un objectif sur notre newsletter, tout simplement. Et il y a des gens qui sont complètement perdus. Si je leur dis, est-ce qu'elle marche ta newsletter? Ils sont pas capables de me dire si ça marche, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, l'intérêt aussi de suivre ces chiffres, déjà, ça nous rassure. Enfin, on voit si on est sur la bonne voie ou pas. Et c'est clair que si t'as pas d'objectif, bah, c'est la porte ouverte à la démotivation, en fait. Parce que tu fais un truc où tu sais pas trop pourquoi tu le fais, quoi. Et l'autre avantage aussi pour certaines entreprises qui veulent monétiser leur newsletter, donc un peu sponsoriser leur newsletter, les personnes qui vont investir dans votre newsletter, ce qu'ils vont regarder, c'est vos chiffres. Donc vous allez avoir besoin de leur montrer l'évolution de vos chiffres. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi. Ouais, bah t'as raison. Alors parfois ils sont même assez superficiels dans le sens où ils regardent en gros le nombre d'abonnés, le taux d'ouverture et le taux de clic. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que dès que je fais des OP sponsor, bon, moi c'est un package avec le board et tout, j'envoie le screenshot du Substack avec marqué le taux de clic, etc. Et je regarde le nombre de personnes qui ont cliqué aussi sur le lien du partenaire. Trop cool. Bah dis donc, on passe à un sacré level up sur la newsletter solopreneur. Et c'est pas fini parce qu'il nous reste un dernier épisode. C'est si rien ne va plus, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas rencontré Marion encore sur votre route, vous étiez en train de faire votre newsletter de solopreneur, croyant que ça allait vous amener des clients sur un plateau, que tout irait bien, mais en fait ça marche pas. Votre newsletter marche pas, il y a des trucs qui vont pas, vos chiffres sont pas bons. Eh bien, ne paniquez pas et écoutez l'épisode d'après, l'épisode final, où on va regarder ce qu'on fait quand notre newsletter solopreneur n'est pas sur la bonne voie et comment on peut ajuster tout ça. C'est parti. Alors Marion, quand rien ne va plus, j'imagine que c'est à ce moment-là que les clients t'appellent ou peut-être ils écoutent le podcast, ils se disent bon, effectivement, ma newsletter file un mauvais coton. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on en crée une autre, on stoppe tout, on engage un copywriter. Je sais pas, quel est ton diagnostic et tes conseils là-dessus sur la partie remise en forme de notre newsletter?
Alors pour ça, je vais prendre l'exemple d'une cliente qui m'a contactée parce que justement son taux d'ouverture était en baisse depuis ça faisait 6 mois à peu près. Elle voyait le taux baisser, le taux de clic aussi. Elle avait plus d'échanges et elle savait pas quoi faire pour enrayer cette baisse-là. La première chose que je regarde, moi, c'est s'il y a des bugs sur la délivrabilité. Donc toujours la qualité de la liste email. Est-ce que les mails sont bien reçus? Est-ce qu'on a des adresses mail robots un peu qui viennent plomber nos stats? Ça, c'est souvent le cas si on remarque des baisses de taux d'ouverture ponctuels. Mais par contre, si ça se prolonge dans le temps, faut aller regarder ailleurs. Après, j'ai regardé ces objets de mail. Et là, déjà, j'ai eu un premier indice parce que en regardant ces objets de mail sur 6 mois, j'ai vu que il y avait une démotivation qui s'était installée. En fait, plus ça allait, mauvais élève, plus ça allait et moins les objets de mail étaient travaillés ou percutants. Enfin, j'avais vraiment l'impression que peut mieux faire. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui se jouait à ce niveau-là. Donc, j'ai discuté avec elle pour voir ce qui s'était passé il y a 6 mois pour que la démotivation commence à s'installer. En fait, son client idéal a évolué. Elle travaille plus avec les mêmes personnes. Elle propose plus tout à fait les mêmes services. Mais par contre, elle a pas fait évoluer sa ligne édito. Donc, elle continue toujours d'envoyer les mêmes infos à sa ligne édito. Mais, en fait, elle ne fait plus la même chose. Donc, on avait même un décalage entre sa ligne édito sur les réseaux sociaux avait évolué, mais pas celle de sa newsletter. Et donc, on avait un désalignement complet. Et même elle se perdait, en fait. Et ce qui l'a bloqué, c'est qu'elle n'arrivait pas à assumer le fait de dire à sa liste email, OK, maintenant, je vais vous parler de ça parce que je m'adresse à tel type de personnes dans tel domaine d'activité. Et donc, ça voulait dire potentiellement perdre des abonnés. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé sur ce mail d'information à sa liste email. OK, comment tu vas le dire? Comment tu vas amener les choses? Moi, je recommande toujours de le faire sans s'excuser. On n'a pas à s'excuser, on n'a pas à se justifier de quoi que ce soit. C'est un choix qu'on a fait. Donc, on peut le faire de la façon la plus simple possible et la plus transparente. Et derrière, elle a eu des désabonnements, pas autant que ce à quoi elle s'attendait. Elle en a eu un peu, c'est normal. La ligne édito évolue, c'est normal. Et en fait, il vaut mieux que les gens se désabonnent plutôt que qu'ils restent et qu'ils plombent vos chiffres parce qu'ils ouvrent plus vos mails. Et finalement, on n'a pas touché le format. Elle a un format en plusieurs parties, un peu comme la newsletter du board. On n'a pas touché à la fréquence. On a juste retravaillé sa ligne édito et les sujets et les thèmes dont elle allait parler. Et assez rapidement, en fait, elle a vu des résultats parce que ne serait-ce que le retour de la motivation, en fait. Donc, dès l'instant qu'on a envie d'écrire et qu'on est fier de ce qu'on dit, bah tout de suite ça se ressent et les résultats derrière suivent. Mais t'as tellement raison et je pense qu'il faudrait faire ça en préventif avant même que ça se casse la gueule complètement. Enfin, tu vois, moi en début d'année, j'avais revu la ligne édito pour inclure une partie premium, donc avec abonnement payant, pour revaloriser aussi ce travail que je faisais qui était énorme en fait de construction de template et tout. Et ben ça m'avait hyper motivée quoi. Maintenant, je suis trop contente d'écrire ma newsletter et je pense que ça se ressent. Je me lâche plus, c'est plus rigolo. Enfin rigolo, attention, toujours dans un côté un peu pro que j'ai. Mais tu vois, moi on avait fait un live dans l'incubateur solopreneur en tout début d'année avec Anne-Marie et on avait revu notre concept en fait. Et du coup déjà avoir un concept dans lequel on se fait confiance, c'est hyper bien. Ce que je retiens aussi de ce que tu nous as dit, c'est que il s'en passe des choses dans la vie d'un solopreneur. Regardez le rythme, moi, avec lequel je change mes trucs, je pivote, j'ai un nouveau produit, j'ai une nouvelle cible. Donc, c'est bien aussi de se dire, voilà, allez, quoi, faut que je bouge aussi ma newsletter. Ça fait un peu peur, je pense aussi. Est-ce que c'est pas ça, l'inquiétude de se dire, je perds des abonnés? Est-ce que c'est la bonne idée, mon nouveau produit, mon nouveau positionnement? Moi, je pense que quand même, on peut pas savoir si c'est la bonne idée tant qu'on n'y va pas. Tu vois? Donc, pourquoi pas se lancer, quoi? Ouais, exactement. En fait, ça fait pas plus peur de changer sa ligne édito que de lancer une nouvelle offre ou quoi. Finalement, on se confronte un peu au même risque qui est, est-ce que ça va marcher? En fait, c'est un peu la peur de l'inconnu où on n'est jamais sûr à 100% que les résultats seront là. Et quand c'est comme ça, moi, je recommande toujours de partir de vous, en fait. Si votre newsletter, vous en pouvez plus de l'écrire parce que ça vous correspond plus, clairement, faut la changer, en fait.
C'est ça, t'as raison de remettre une petite touche de fun et tout ça, parce que comme c'est répétitif, hein, on va pas se mentir, même si on batch, il y a quand même une forme de répétition. Faut vraiment y prendre du plaisir et puis moi, je trouve aussi que c'est important que ça soit complémentaire aux autres trucs. Tu vois, moi, j'aime pas me répéter. Et mon angoisse, c'était de me dire, ah putain, je vais faire une newsletter qui résume le podcast. Super. Je vais donc reparler des mêmes trucs 2 fois. Et donc, j'ai trouvé un moyen astucieux. Le résumé du podcast, c'est fait par ChatGPT parce que c'est ma production intellectuelle, donc j'ai pas besoin de relire, réécouter, machin, je sais de quoi ça parle, donc c'est fait automatiquement. Par contre, la partie éditoriale de mon petit grain de sel en plus, de comment moi je fais pour mettre en application les conseils du podcast, ça c'est de la création et ça me plaît plus. Tu vois, donc j'ai ce conflit d'ennui, je l'ai réglé que cette année, tu vois, 4 ans plus tard. Voilà, donc comme quoi, il y a de l'espoir. Bon, bah, super. Est-ce que tu as un dernier défi, un dernier conseil, un dernier tips, un petit tips secret peut-être à nous donner sur la partie newsletter avant qu'on se quitte, Marion? Oui, bien sûr. Là, ce que je vous invite à faire, c'est 1 à 2 fois par an d'aller interroger votre liste d'abonnés pour savoir ce qu'elle a envie de lire de vous, quelles sont ses problématiques du moment, les conseils, les sujets sur lesquels elle aimerait avoir vos conseils. Ça va vous aider à toujours rester connecté aux attentes de votre cible et justement à faire évoluer votre ligne éditoriale. Et c'est possible en faisant ce sondage-là que vous vous rendiez compte que ce qu'attend votre liste email aujourd'hui, c'est plus que vous voulez apporter. Parce qu'il y a peut-être, je sais pas, par exemple, si vous êtes coach business et vous avez évolué, vous avez envie de vous adresser à des entrepreneurs qui sont un peu plus expérimentés et vous voyez que dans votre liste email, dans ce sondage-là, vous avez des problématiques qui concernent des entrepreneurs débutants et sur lesquels vous avez plus envie de prendre la parole, bah, ça veut dire qu'il va falloir renouveler votre liste email et donc à faire des actions avec des lead magnets, des challenges, des webinaires peut-être pour faire revenir de nouvelles personnes dans votre liste email j'ai perdu le mot qui sont plus cohérentes avec ce dont vous avez envie de parler. Écoute, c'est passionnant parce que finalement, ça me fait voir le truc d'un autre angle aussi, quoi. On n'est pas obligé forcément de se plier à ce que demande l'audience. On peut aussi décider d'aller explorer des nouvelles parties d'audience. Donc, super intéressant. Ça, moi, je le vois beaucoup avec le podcast parce qu'évidemment, entre la Flavie d'il y a 4 ans qui découvrait le freelancing et la Flavie de maintenant solopreneur, c'est sûr que ma ligne édito, elle a de plus en plus évolué vers le soloprenariat. Maintenant, moi, j'ai fait le choix de continuer en fait, j'ai vraiment, on va dire 3 tiers, enfin, peut-être 3 tiers, quoi. Enfin, non, allez, 1/4 de pas encore lancé, salarié diversifié, 1/4 de solopreneur, et puis la grosse moitié, c'était freelance. Donc, moi, j'essaye de faire plutôt des sujets quand même grosso modo freelance et solopreneur et de revenir quand même sur des sujets freelance. Mais ça, c'est grâce à mes invités. Quand moi, je sais plus faire parce que je suis plus une freelance débutante, bah, je fais venir des personnes qui sont plus à l'aise sur ce sujet freelance débutant. Trop bien. Bah, Marion, merci beaucoup pour tous tes conseils. Est-ce que tu as une newsletter? Tiens, c'est la question piège pour parler de tes newsletters. Oui. Le lien d'inscription, il est sur mon site internet. Oui. Et bah, trop bien. Donc, on ira suivre tes conseils de newsletter. Merci beaucoup d'avoir partagé tous tes tips avec nous. Abonnez-vous à la newsletter du board. Vous aurez tous les exercices, les articles de Marion, parce que comme on parle d'écrit, je trouve ça bien aussi de les lire, de les voir et tout ça, parce que bon, voilà, là, on a donné des exemples à l'oral, mais comme ça, vous allez pouvoir travailler avec nous. Et bien sûr, rejoignez la communauté du board, c'est gratuit. Si vous avez des questions à nous poser ou votre newsletter à nous pitcher, comme ça, on vous donnera confiance en vous aussi pour vous lancer. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye!